Je vous propose de démarrer le temps de faire les présentations et de vous donner quelques éléments de contexte. Ça permettra aux derniers de se connecter. Donc bonjour, rebonjour, Sandrine Dénin. Je suis consultante sur les questions de résilience et d'adaptation au changement climatique à Rambol. Donc Rambol, on est un groupe international, vient à la fois travailler en appui conseil, en termes de bureau d'études également. On a aussi une partie de nos activités qui sont plutôt tournées vers l'architecture, la construction, mais Laetitia et moi, Laetitia aura l'occasion de se présenter également. Nous faisons partie d'une équipe climat dédiée aux questions climatiques basée en France. Nous abordons différents sujets. À la fois, nous travaillons sur euh, des diagnostics de risques climatiques. Nous travaillons au développement de services climatiques. Nous venons en soutien, en appui aux questions de gouvernance climat, hein, qui fait l'objet de cette communauté et sur laquelle nous avons plusieurs expériences dans différentes régions du monde. Nous y reviendrons. Nous travaillons également à développer tout ce qui est système de suivi et évaluation spécifique à l'adaptation avec toutes les particularités. Et là encore, on y reviendra dans la dernière session de formation qui est dédiée à cette question du suivi et évaluation de l'adaptation. Et puis, on vient aussi également sur des études de faisabilité et en appui au développement de plans d'action pour la résilience. En ce qui me concerne, j'ai pu travailler dans différentes géographies, à la fois à l'échelle locale jusqu'à l'échelle internationale. J'ai eu l'opportunité aussi de participer à une COP en accompagnant une délégation. Donc l'idée, c'est vraiment de nous partager mon expérience et puis celle de Laetitia, notre expérience en tant que cabinet conseil sur ces questions de résilience et d'adaptation au changement climatique. Et nous avons pour cela constitué un consortium avec ODI. Donc il y a Matt Bishop qui est ici connecté ce soir. ODI est une entité qui accompagne beaucoup les petits États insulaires, dont on reparlera également ponctuellement au cours de la présentation, et donc qui est basé à Londres et qui est, comme je vous le disais, à faciliter la session en anglais tout à l'heure, principalement pour les Caraïbes. Donc Laetitia, peut-être je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Laetitia Giraud, également consultante sur les questions d'adaptation au changement climatique. Donc, j'interviens un peu sur tous les différents types de missions que Sandrine a décrits au sein de Rambol. Peut-être pour dire que voilà, je suis impliquée au sein de la mise en œuvre du programme Green Overseas à la fois sur les activités de cette communauté résilience au changement climatique et également au sein de la communauté sur la finance climat où on travaille également sur les questions d'accès à la finance climatique, notamment au financement public pour l'adaptation et la décarbonation pour les pays et territoires d'outre-mer. Avec Rambol, on travaille également en ce moment pour l'ADEME en Nouvelle-Calédonie sur une étude qui explore la faisabilité de la mise en place d'un observatoire des effets du réchauffement climatique dans le Pacifique. Donc, on intervient en ce moment même là-bas. On travaille avec toute une diversité d'acteurs. Je vois certains noms que j'ai déjà rencontrés par ailleurs. Donc, une actualité en Nouvelle-Calédonie qu'on suit de près, vu le Forum calédonien du climat qui est en train de se préparer aussi. Donc, ravi de vous avoir aujourd'hui et on espère vous voir aussi pour les prochaines sessions. En ce qui concerne le programme Go Résilience, je ne sais pas si Aurélien ou Julie, vous voulez dire un petit mot d'introduction? Oui, merci Sandrine et Julie, si tu veux intervenir après, dis-moi. Donc, je rappelle que cette session est organisée et financée dans le cadre du programme Green Overseas, qui est un programme financé par l'Union européenne et le Royaume-Uni avant le Brexit, qui du coup propose aux 25 pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne et du Royaume-Uni de travailler sur les sujets de la résilience au changement climatique et de la transition énergétique. Euh, donc, euh, Comme l'a dit Sandrine, on a trois grandes communautés. Donc, celle sur l'énergie, celle sur la résilience au changement climatique et celle sur la finance climat.
Et nous sommes là ce soir dans le cadre donc, de celle sur la résilience, dans le premier workstream, le premier flow. On est ravis de vous voir. On a organisé en parallèle relativement récemment des, euh, des sessions en personne auxquelles certains de vous-même ou de vos collègues ont participé en présentiel. Euh, donc c'est une longue série qui démarre, enfin, en tout cas qui a démarré sur ce sujet. Donc merci beaucoup à nos partenaires de Ramboll de faciliter, de faire organiser la formation de ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Pour vous rajouter 2-3 petits éléments sur cette communauté Go Resilience, donc l'objectif, c'est vraiment de développer, de vous transmettre en fait une culture commune autour de ces questions de résilience et d'adaptation qui ont beaucoup été développées par le champ scientifique, on y reviendra. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner des outils pour mieux intégrer la résilience dans les politiques sectorielles et dans vos plans d'action plus généralement. Donc, petit à petit et au travers des différentes activités qu'on va développer, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'identifier quelles sont vos propres barrières, mais aussi d'identifier des leviers pour les dépasser. Donc on a 3 grands axes hein, avec cette communauté Go Resilience. Un axe sur le mainstreaming et la gouvernance. On va développer, donc au-delà de ces différentes sessions de formation, on va développer un outil qu'on aura l'occasion de vous présenter dans la 2e session de formation jeudi prochain. On va également développer un certain nombre de catalogues pour vous y référer, des bonnes pratiques, des études de cas qui vont intégrer ces catalogues sur la gestion des zones côtières et sur la gestion des inondations et également sur la gestion de l'eau pour l'agriculture et les systèmes alimentaires. Sur ces thématiques sectorielles également, une série de formations beaucoup plus techniques qui seront proposées sur 2024 et 2025. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est OK pour la présentation? C'est bon. Alors, pour la série de 5 sessions de formation là, qui vont nous occuper à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, dans le cadre de cette première session, il s'agit vraiment d'une introduction. Il nous paraissait important de partager premièrement un langage commun et puis d'explorer en fait l'emboîtement des différentes échelles, des différents cadres institutionnels et politiques pour l'adaptation au changement climatique et la résilience, et d'en arriver bien sûr à chaque fois aux opportunités pour vos propres territoires. La 2e session sera dédiée aux leviers pour favoriser l'intégration de cette résilience dans les politiques sectorielles. Et là, on sera amené à vous présenter un outil qui sera un outil en ligne que vous pourrez réutiliser à souhait par la suite et qui sera accessible. Donc la semaine prochaine, on vous présentera la maquette. Et puis, il y aura une version complètement ouverte à tous d'ici la fin du mois de mai. Ensuite, la 3e session est vraiment dédiée à comment on associe les parties prenantes pour structurer une communauté autour de cette résilience climatique et donc avec un exercice de cartographie des acteurs. La 4e session sera dédiée aux questions de coordination, donc entre différents secteurs, mais aussi des coordinations entre les différents niveaux de responsabilité. Donc pour cela, on explorera différents mécanismes qui existent sur les différents territoires d'outre-mer, à la fois liés à l'Union européenne, mais aussi au Royaume-Uni.
Et puis la dernière session portera sur les systèmes de suivi-évaluation spécifiques aux questions d'adaptation et de résilience, puisque, on le verra, on ne peut pas mesurer la résilience de la même manière qu'on mesure des tonnes d'équivalent CO2 pour mesurer les progrès en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour la slide suivante, excusez-moi. Donc, juste rappeler sur les 5 sessions de formation, comme je vous le disais, vraiment les bases d'une culture commune, mais aussi des outils, des clés, des leviers pour vous permettre de dépasser les barrières sur vos propres territoires. Et puis avoir les idées claires pour vous sur c'est quoi les composantes du mainstreaming, de l'intégration de la résilience dans les politiques sectorielles, sur quel levier en fait on peut jouer pour favoriser cette intégration. Et alors spécifiquement sur la session du jour, l'objectif, c'est vraiment de travailler ce langage commun. Donc vous allez le voir, on va passer par un temps sur les définitions, on va vous mettre à contribution. Et encore une fois, revenir sur les différentes échelles en faisant le lien à chaque échelle à qu'est-ce qui relève des territoires d'outre-mer ou pas, et qu'est-ce qu'il est utile pour vous de savoir pour vous forger en fait cette culture de l'adaptation et de la résilience. Alors, en termes de déroulé pour cette session, donc une série de, heu, de slides que je vais vous partager, mais surtout vous mettre à contribution. Pour ce faire, nous avons préparé un Mentimeter. Alors, je pense que il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont familiers avec peut-être avec ces techniques de sondage en ligne. Donc, je vous demande de garder votre téléphone à proximité. Vous aurez un QR code à scanner. Vous pouvez aussi le faire à partir de votre ordinateur et on vous sollicitera pour répondre à des questions et partager votre avis également tout au long de la session. Et pour démarrer, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre téléphone et scanner le QR code et entrer le code. J'ai également mis dans le chat les instructions pour se connecter. Je vous laisse peut-être une petite minute pour scanner le QR code ou taper le code dans menti.com. Voilà, je vois qu'on se connecte. Voilà, le but, c'est d'avoir un petit temps de présentation, savoir avec qui on va pouvoir discuter aujourd'hui. Alors, on vous invite d'abord à répondre à cette première question pour savoir d'où vous êtes connecté aujourd'hui. On va voir apparaître sur l'écran que je partage sur Zoom les différentes localités. Donc, sans surprise, je pense que ce soir, on a principalement des personnes qui nous rejoignent du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, également les représentants de la Team Green Overseas en France, et puis Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Wallis et Futuna. Super. Également, on a quelqu'un de Londres, Matt, je suppose. Génial. Alors, on va passer à la prochaine slide. Pour savoir un petit peu quel est votre secteur d'activité. Essayez de voir si aujourd'hui on a réussi à réunir des personnes qui travaillent sur d'autres sujets, pas forcément en lien avec le climat et qui seraient intéressés de savoir aussi, d'en savoir un peu plus sur ce que c'est l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que c'est la résilience
et comment intégrer ces préoccupations-là, ces enjeux-là dans votre secteur d'activité. La gestion des risques, effectivement, on verra tout à l'heure, on pourra présenter un peu dans la présentation des concepts qu'on va être amené à manipuler tout au long de cette session de formation, les liens entre la question de la gestion des risques de catastrophes notamment et l'adaptation au changement climatique. On voit aussi forcément la question d'environnement, de changement climatique, l'énergie, la planification territoriale, l'urbanisme, agriculture, agroforesterie, les affaires maritimes et la gestion des zones côtières. Également des sciences sociales avec de l'anthropologie, c'est intéressant. Relations internationales. Gestion des côtes. Donc, super, ça va nous permettre d'avoir aussi des retours d'expérience de secteurs différents. C'est ça qui est aussi intéressant pour nous, là, au cours de cette formation, de savoir un peu où vous en êtes au niveau de l'appropriation de ces concepts et puis aussi de l'intégration de ces enjeux-là dans le développement de vos politiques sectorielles. On vous laisse On passe à la peut-être suivante. 10 secondes, mais je pense que tu vas pouvoir Alors, je crois qu'on peut partager ton enchaîner. écran. Ouais, On peut enchaîner la suite, peut-être? très bien, Je je pense te que tu peux laisse partager. Je pense que tu peux continuer sur le Menti, puisque là, on va passer sur les questions de définition pour pas repasser. Ouais, super. Bah, on vous invite de manière générale à garder le Menti sur votre téléphone ou votre navigateur ouvert pendant toute la session. On va y revenir plusieurs fois pour faire des petites sessions de quiz et vous demander vos avis à différents moments. Donc là, effectivement, pour introduire la première partie qui va s'intéresser plutôt aux questions de concepts, de notions qu'on va être amené à travailler, on aimerait savoir quel est, vous, votre niveau de connaissance à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en savez pour l'instant de ces différents concepts et notamment comment on différencie l'atténuation au changement climatique et l'adaptation. Donc, dans un premier temps, la première question, c'est, à votre avis, parmi les mesures suivantes, qu'est-ce qui constitue des mesures d'atténuation au changement climatique? L'introduction et la promotion de politiques de transport propres, la mise en place d'établissements de santé qui utilisent par exemple des panneaux solaires pour s'approvisionner en énergie, la réduction de la consommation d'eau et le recyclage des eaux en lien avec des périodes de sécheresse par exemple, ou bien l'élaboration des plans d'action contre la chaleur. Maintenant, vous allez pouvoir avoir la possibilité de cliquer sur une ou plusieurs des options pour vous positionner sur cette question-là. Donc pour le moment, on voit plutôt des réponses qui vont dans le sens des deux premières options. Une seule réponse pour le plan d'action contre la chaleur. On continue dans ce sens-là avec des réponses assez homogènes entre les trois options. Moi, je pense qu'on va pouvoir donner les bonnes réponses. Effectivement, l'atténuation concerne les deux premières options. On vous donnera, on ira un peu plus dans le détail ensuite des définitions. On va passer à la suivante. Qu'est-ce que c'est selon vous l'adaptation? Est-ce que c'est connaître ses vulnérabilités? Est-ce qu'on peut dire que c'est un synonyme finalement de la réduction des risques de catastrophe? Ou est-ce que ça désigne la capacité à s'ajuster à des aléas? De même, normalement, vous devez avoir la possibilité de choisir plusieurs des options. Pour le moment, les réponses concentrent plutôt sur la capacité à s'ajuster aux aléas.
quelques réponses pour connaître ses vulnérabilités, pas beaucoup de réponses sur la réduction des risques de catastrophe. C'est encore une seconde. Moi, je pense que l'essentiel des réponses sont là. Et il y avait 3 bonnes réponses. On ira un peu plus dans le détail également tout à l'heure. Un troisième concept, maintenant, la résilience. Est-ce que, selon vous, la résilience, c'est la capacité à faire face à un choc, la capacité à se remettre après un choc et se développer autrement, ou bien la capacité de résistance face à l'adversité? Également, les réponses sont rapides, avec plutôt une concentration des réponses sur la capacité à se remettre après un choc et se développer autrement. Effectivement, c'était une bonne réponse, mais toutes les réponses sont également valides. Enfin, une dernière question. Est-ce que, selon vous, l'adaptation, c'est plutôt une politique environnementale ou bien une politique d'aménagement du territoire ou d'une politique même de développement économique? Quelle est votre perception de l'adaptation en tant que politique publique? Vous pouvez également cliquer sur les 2 options et puis les faire glisser pour les hiérarchiser. Je vois qu'il y a quand même un plus grand nombre de réponses pour l'adaptation comme politique de développement économique. C'est assez intéressant. Je pense qu'on pourra aussi aller un peu plus en profondeur sur vos réponses tout à l'heure. Et on va s'arrêter là pour le moment. Sandrine, je te laisse prendre le relais. Je reprends la main, tout à fait. Merci pour vos réponses. Alors, on va revenir sur un certain nombre de définitions. Alors déjà, atténuation et adaptation, c'est vrai qu'on est souvent un peu dans la confusion, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de rapprochement entre ces 2 concepts, en tout cas de continuité qui est mise. Mais pour clarifier vraiment ce qui distingue l'un et l'autre, sur l'atténuation, on est bien sur une action sur les causes du changement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu, les questions d'efficacité énergétique, de transport dit propre sont des options d'atténuation. Alors que l'adaptation, elle vise, et la résilience a fortiori, vise plutôt à travailler sur les conséquences, en réduisant soit la manière dont on est exposé à ces conséquences, soit la manière dont on est plus ou moins vulnérable au regard de ces conséquences et de ces impacts du changement climatique. Et donc là, on a vu dans un certain nombre d'options qui étaient proposées, travailler sur la réduction de la chaleur en ville, les plans de santé par rapport à la chaleur également. Sur la gestion côtière, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui participent à cette formation qui connaissent un certain nombre de solutions. Et le GIEC parle de plus en plus de la nécessité de trouver des synergies entre atténuation et adaptation. Pour ce qui est de l'adaptation et de la résilience, juste vous dire quelques mots là-dessus, c'est tout le vocabulaire que l'on va aborder repose véritablement sur une base scientifique avec la base de référence qui forge finalement la manière dont aujourd'hui on pense, y compris dans l'action, l'adaptation et la résilience, ce sont les rapports du GIEC. Alors le GIEC, vous savez, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui publie des rapports régulièrement, environ tous les 7 ans.
C'est une entité qui ne produit pas de nouveaux résultats de recherche, hein. Ça ne produit pas de la science, ça fait la synthèse de travaux scientifiques qui sont produits à travers le monde avec, pour vous donner des repères, plusieurs, groupes de travail. Le premier qui travaille sur les bases physiques, du changement climatique. Le troisième sur lequel on ne reviendra pas non plus, qui, est centré sur, justement la réduction des gaz à effet de serre et les différentes options. Et puis le deuxième groupe de travail qui nous intéresse ici, qui travaille, sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités. Donc, cette slide, en fait, elle illustre le fait que entre les différents, rapports du GIEC, notamment les derniers, le 4e rapport de 2007, le 5e de 2014 et le 6e, là, qui est tout récent, on voit une augmentation, en fait, à l'image de ce nombre de pages, qui augmente, une augmentation, de la connaissance qu'on a des impacts, donc cette connaissance, elle est de plus en plus fine, de plus en plus affinée, mais aussi, ce deuxième groupe de travail fait un focus sur l'adaptation, et travaille, et rassemble en fait la connaissance, sur, des études de cas, des cas suivis, décrits, sur comment on s'adapte aujourd'hui, au changement climatique. Après, il y a un certain nombre de débats, hein, c'est dans la communauté scientifique. On a beaucoup d'éléments de langage codifiés, des controverses scientifiques derrière. Est-ce que, c'est quoi la vulnérabilité? C'est quoi l'adaptation, la résilience? Mais en tout cas, sachez que de plus en plus, les 2 termes qu'on va définir juste après, se rapprochent et les scientifiques, se rejoignent, pour, trouver des synergies, en fait, entre ces 2 concepts. Alors l'adaptation, si on s'y intéresse, spécifiquement, fait plutôt référence à un processus, je pense que c'est un terme qui est important, d'ajustement au climat actuel, donc au climat observé, aux impacts du changement climatique déjà observés, mais aussi aux impacts du changement climatique futur auquel on peut s'attendre, de manière évidemment à en atténuer les effets préjudiciables et en exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, le GIEC précise qu'une intervention humaine peut faciliter l'adaptation au climat attendu et à ses conséquences. En revanche, sur la résilience, on était au départ plutôt sur un concept qui définissait une capacité à rebondir, à faire face, à un aléa, face à une perturbation. Et au départ, l'idée, c'était de dire on revient à un état antérieur, un peu comme ces matériaux qu'on modifierait et qui reviennent à leur état antérieur, hein. Ça, c'est la résilience technique qui est vraiment à l'origine du travail sur la résilience. On a eu aussi historiquement un travail sur la résilience écologique, donc comment, un système écologique, maintient ses fonctions écologiques, et une fois qu'il est perturbé, combien il revient à ses fonctions. Et puis on connaît tous aussi la référence à la résilience en psychologie, hein, faire face à un choc et s'en remettre. Et donc tout ça s'est alimenté et a forgé la notion de résilience en général, qui met l'accent sur la capacité, des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire face à une évolution, une perturbation, un événement dangereux. Et ce qui est important, c'est de dire: on conserve les mêmes fonctions. Donc un système économique va conserver ces mêmes fonctionnalités, tout en gardant des capacités d'apprentissage. Et là où se rejoignent les 2 concepts, c'est qu'on est, ils se rejoignent autour de la question de la transformation. Comment on arrive à progresser et à transformer pour, créer finalement, un système, social et économique plus adapté aux conditions futures. Alors souvent, on rapproche aussi beaucoup résilience et gestion des risques de catastrophe. Donc là encore, on est sur des chevauchements en fait, en termes de concepts et de ce que ces 2 concepts recouvrent. La gestion des risques de catastrophe, elle fait référence, aux politiques, aux actions, heu, qui visent à se préparer face, à des catastrophes. Donc une catastrophe, ça peut être, un événement, climatique, heu, donc un cyclone, un des feux de forêt, des glissements de terrain et cetera, des inondations. Heu
Mais c'est aussi, dans la gestion des risques de catastrophe, on va s'intéresser aussi, à par exemple, des catastrophes, liées, à des produits chimiques, des catastrophes industrielles. Donc c'est là où on sort un peu du recouvrement de ces 2 termes. Donc la gestion des risques de catastrophe, elle, vise à se préparer, à ces risques de catastrophe, par exemple à travers les systèmes d'alerte précoce que je pense vous connaissez également. Elle vise à répondre, au moment où, la catastrophe, se produit, donc la coordination des services d'urgence, et cetera. Et puis, ensuite, évaluer ce qui s'est passé et se remettre en construisant différemment. Il y a en anglais, hein, ce terme de «build back better», de reconstruire, différemment, qui est souvent utilisé pour, l'après-catastrophe. Donc finalement, l'adaptation est un processus qui est plutôt, englobant, que la gestion des risques, de catastrophe. Elle concerne, les évolutions, lentes qui ne sont pas des phénomènes extrêmes, hein, type l'augmentation graduelle des températures. Et puis, elle s'intéresse aussi, heu, en termes de processus à tout ce qui est, tendance sur le long terme, alors que, la gestion des risques de catastrophe est vraiment centrée sur, ces, dangers, spécifiques. Hem, Petit quiz, je te relaisse la main. Je pense qu'on l'a intégré finalement, dans les premières questions, mais que tu peux passer à la suite. OK. Alors donc il s'agissait de vous parler des différentes options, d'adaptation. Heu, donc l'adaptation, encore une fois, il y a beaucoup de débats autour de, comment on peut mieux caractériser, l'adaptation. Et en cela, la science, a progressé, en amenant des travaux en sciences sociales qui ont étudié comment concrètement des communautés déployaient des options d'adaptation. Et donc cette, adaptation, elle peut être, réactive, c'est-à-dire que, on peut, être, en réaction face à une perturbation. Et donc, par exemple, quand, il y a des problèmes de chaleur ou de ressources en eau, on est sur, une augmentation, ponctuelle de l'arrosage, on met des brumisateurs en ville, ou, on met en place, des climatiseurs. L'autre aspect, c'est que les travaux du GIEC montrent, et les travaux scientifiques plus généralement, montrent que plus on anticipe, mieux on est préparé. Et donc on apprend ça aussi à travers la gestion des risques de catastrophe. À partir de 2003, en métropole, on développe des plans canicules, on développe, des systèmes de retenue d'eau, qui évaluent, les besoins et les ressources en eau en amont des périodes de sécheresse. Et donc là, on est donc plutôt dans un ajustement anticipatif. Donc l'idée de l'adaptation, c'est se dire: on peut très bien avoir, des ajustements réactifs, mais l'idée, c'est de passer sur quelque chose qui est plus anticipatif, pour préparer à la fois, les communautés, les systèmes, et aussi pour des questions de coûts, de pouvoir, mieux anticiper les coûts relatifs, à l'adaptation. L'autre, grand apport en fait, des travaux sur la résilience et l'adaptation, c'est de dire: on peut avoir une adaptation qui est de petits pas en petits pas, donc une adaptation qui est dite, incrémentale. Donc on va, d'abord, travailler sur, l'aménagement, de pièces, spécifiques, face, encore une fois, à l'augmentation de la chaleur. On va travailler sur de la micro-irrigation, et puis l'autre, grand type d'adaptation, c'est celui qui est plus transformatif. Donc, à la fois transformer, les réglementations thermiques, avoir un changement de type de culture, sur certaines, économies, sur certains terroirs, un changement, beaucoup plus profond des modes de travail, et cetera, et cetera. Donc ce que dit le GIEC, c'est que toutes ces options d'adaptation,
il faut d'une part les évaluer en termes, d'équité, de justice, de faisabilité, et cetera, mais aussi, heu, ce qui semble être une voie intéressante, pour, les sociétés, humaines, et la biodiversité, c'est d'être sur un continuum, en étant le plus anticipatif possible, en essayant d'être dans un système qui apprend, dans un système itératif qui va, apprendre, par essai et erreur, de mise en place d'options d'adaptation, sachant qu'on travaille dans un climat qui est non stabilisé, et donc qui va nécessiter, heu, de remettre, sans cesse, sur l'ouvrage, ces options d'adaptation. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un large éventail d'activités qui peuvent être de différentes natures, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient de l'ordre de l'urbanisme, hein. Tout à l'heure, on avait, dans les, options de réponse, est-ce qu'on est plus sur une politique environnementale, heu, ou alors dans une politique d'urbanisme et économique? Donc il y a plusieurs leviers en fait, plusieurs cordes, à notre arc, et donc l'idée c'est d'identifier, les solutions qui soient, les plus, porteuses, et également d'étudier, la faisabilité de ces solutions. Alors juste pour vous illustrer également, hein, c'est que dans les rapports du GIEC, on a, l'ensemble de ces options d'adaptation, qui sont, largement décrites, par système, donc système côtier, système, marin, système forestier, heu, on a un certain nombre vraiment de déclinaisons, de ces options d'adaptation. Et puis, l'idée c'est, comme je vous le disais, de pouvoir, les évaluer, tant d'un point de vue économique, d'un point de vue est-ce qu'on a, les compétences technologiques, d'un point de vue institutionnel, donc là on y reviendra. Est-ce que, c'est, faisable d'intégrer, ces différentes options, dans les différents, secteurs? Est-ce que d'un point de vue social, on est sur quelque chose qui est juste et équitable? Est-ce que ça rend service à l'environnement? Et cetera. Donc on a, aujourd'hui, du recul, sur, un certain nombre de solutions, et celles qui génèrent, heu, plus ou moins d'effets, selon les différentes, géographies. Alors, là, l'objectif, c'est pas de vous déployer, l'ensemble des concepts et des, subtilités derrière les concepts de vulnérabilité, risque climatique, comment on calcule le risque climatique, et comment on l'analyse, comment on l'évalue, mais bien de se centrer sur les questions de mainstreaming. Alors mainstreaming, c'est vrai que j'ai utilisé le terme à plusieurs reprises tout à l'heure. Le mainstreaming, c'est bien l'intégration de l'adaptation et de la résilience dans les politiques et plans d'action, beaucoup plus sectoriels. Pour ce qui est, de la gouvernance, heu, donc là, moi, j'aime bien cette première définition qui est, une définition, en sciences sociales, hein, mais qui met l'accent, en fait, sur, le fait que la gouvernance, c'est bien un ensemble de règles et de processus qu'un collectif se donne, qu'une institution se donne, qu'un gouvernement, y compris, se donne. Ces processus, elles peuvent être formalisés ou non. Et l'idée, c'est d'associer, les acteurs concernés à la décision, mais aussi à la mise en œuvre de ces politiques publiques. L'idée, c'est de dire: on n'a pas une gouvernance qui est instituée en soi, mais que c'est le résultat d'une négociation constante, entre tous ces acteurs, et que l'objectif, c'est bien d'avoir un partage des responsabilités. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? À quelle échéance? Et donc d'associer, des acteurs qui ont une forme de pouvoir. On y reviendra dans la session, numéro 3, où là, on va vous demander d'identifier, les parties prenantes, les plus pertinentes pour votre territoire, et leur pouvoir, leur niveau de pouvoir pour agir, sur les vulnérabilités, de la communauté, les vulnérabilités climatiques. Heu le GIEC parle de plus en plus de gouvernance adaptative. Donc là, je reviens sur un élément qui me semble assez important. Là encore, je fais le lien avec la session 5, où l'idée, c'est de vous présenter, et de vous faire travailler sur des systèmes de suivi et évaluation.
on ne travaille pas dans un climat stabilisé et donc il faut se donner des outils de pilotage et de monitoring et d'être dans un processus itératif d'apprentissage, pour, faire évoluer la planification, avoir une planification, qui soit dynamique, en fonction, des évolutions, climatiques. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre point important, c'est aussi de se dire qu'on a un processus de gouvernance, qui a une certaine souplesse étant donné les incertitudes liées, aux évolutions climatiques, là encore. Alors peut-être un petit, tour de table, ou en tout cas vous donner un petit peu la parole. Heu, on peut se laisser un petit moment sur, qu'est-ce que signifient ces concepts pour vous? Heu, comment ils se traduisent en fait dans votre, contexte? Et est-ce que, vous pouvez peut-être donner, des exemples, de cas de maladaptation? Heu, alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer. Juste pour une petite précision quand même sur, cette notion de maladaptation, j'ai pas fait un slide dessus. Heu, l'idée c'est qu'on met en place alors le cas, évidemment le plus, mis en avant, c'est par rapport au phénomène de chaleur qui s'accentue et à l'augmentation des températures. La réponse, ce serait de mettre des climatiseurs. Or, ces climatiseurs sont une source supplémentaire d'émissions de gaz à effet de serre et donc la maladaptation, ce sont les mesures qui sont susceptibles, d'aggraver le risque, heu, d'aggraver, les conséquences, néfastes, associées au changement climatique, hem, ou éventuellement de dégrader, des conditions, de vie, futures. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est pas intentionnel. Donc c'est quelque chose, qu'il faut évaluer, tant que faire se peut, au moment où on sélectionne des options d'adaptation. Donc est-ce que, peut se faire une petite prise de parole de votre part? Est-ce que c'est des concepts que vous connaissiez? Est-ce que vous avez des surprises au regard des définitions qui vous ont été données? Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets d'options d'adaptation qui sont déjà en place sur vos territoires? Parce que, heu, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, d'options qui sont déjà mises en place. Le verdissement de certaines villes, de certains centres urbains, par exemple, avant qu'ils soient mis en lumière par, l'adaptation au changement climatique, était une pratique, heu, qui était là pour d'autres objectifs. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer? Alors comme je ne Je vous vois pas Entendu Allô, quelqu'un? allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. oui, on vous entend. Très bien. Donc, Reimana Lalmamoué, donc je suis conseiller spécial environnement à la vice-présidence de la Polynésie française. Juste rapidement, pour, énoncer que le problème principal pour nous, c'est que dans la lutte contre le changement climatique, l'accent a souvent été mis sur l'atténuation et moins sur l'adaptation, notamment parce que l'adaptation, c'est quand même plus difficile à évaluer, c'est très transversal, alors que l'atténuation, c'est quelque chose où les indicateurs sont peut-être un petit peu plus simples. Alors évidemment, on essaye de le faire. Il y a des exemples d'adaptation, hein, notamment en matière de logement, avec des logements adaptés évidemment aux conditions géographiques. Mais en tout état de cause, voilà, il n'y a pas vraiment, enfin, j'ai pas d'exemple. Il y a d'autres services du pays qui sont présents aujourd'hui. J'ai pas d'exemple de maladaptation, mais plutôt on va dire, d'absence d'orientation forte encore aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique, ce qui est un petit peu problématique. Mmh, Voilà, merci. mmh. Merci pour votre contribution. En tout cas, c'est vrai que, à toutes les échelles, l'adaptation a souvent été qualifiée de parent pauvre au regard de l'atténuation. Il y a eu beaucoup de débats aussi. Est-ce que si on fait de l'adaptation, est-ce qu'on ne va pas abandonner, l'atténuation et donc limiter, les causes? Donc qui était quand même, le sujet, 1er, hein, qui est venu en premier. Donc et on le verra, ça fait le lien en fait avec, la suite de la présentation où, vous allez le voir,
au niveau national, on n'est pas sur un cadre juridique et réglementaire qui rend obligatoire les choses. Ça pourrait le devenir, on le verra encore une fois tout à l'heure, mais on est plutôt sur des incitations et sur de la réponse à des événements, souvent des événements extrêmes d'ailleurs. Ça a été le cas de la canicule en 2003 en métropole, Xynthia, on peut en citer plein d'autres. Sur certains de vos territoires, dans le screening qu'on a pu faire, c'est aussi souvent en réponse à des événements qui constituent des fenêtres d'opportunité, en effet. Monsieur Mériadec, je crois. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, nous vous entendons très bien. Donc déjà, merci pour la proposition de ce cycle de formation. En termes par rapport à vos questionnements et nos pratiques, au niveau de la cible de l'habitat et de l'urbanisme, on est plutôt sur une logique on travaille sur les principes directeurs de l'urbanisme, on est sur une logique de non-augmentation des risques et de réduction des vulnérabilités. Les questions qu'on pose par rapport à l'atténuation, l'adaptation, en fait, on essaye de convaincre l'ensemble des acteurs de travailler sur ces deux thématiques. Est-ce que quand on agit, on n'augmente pas les risques ou autrement, est-ce qu'on permet de réduire la vulnérabilité? Donc après, ça nous pose la question de savoir est-ce qu'on dispose d'un référentiel pour évaluer la vulnérabilité? Donc aujourd'hui, c'est... Et après, concernant la maladaptation, alors c'est pas vraiment un exemple de maladaptation, mais en tout cas, c'est des pratiques qui sont pas favorables. C'est notamment dans les cahiers des charges de lotissement où les acteurs proposent encore de faire des toitures avec des couleurs et des indices par rapport à la chaleur qui sont extrêmement défavorables, puisque nous, en Nouvelle-Calédonie, il y a une tradition qui est de dire que les toitures sont rouge foncé, et ce qui n'est pas vraiment favorable par rapport au confort et au bien-être dans les logements. En termes de logement, nous, on est sur une thématique, on essaie de travailler sur la question du logement approprié, donc il serait approprié à plusieurs titres, approprié dans l'endroit où il est réalisé, l'endroit où il est mis en œuvre, la façon dont il est conçu, la façon dont il est approprié par les usagers, puisqu'on se rend compte aussi que parfois les usagers ont des pratiques qui sont pas favorables ou en tout cas qui sont mal accompagnées. Donc on est plutôt sur des thématiques comme ça. Et l'autre point particulier par rapport au sujet de cette première formation, c'est que la répartition des compétences n'est pas tout à fait les mêmes dans tous les PTOM. Et ce qui fait qu'en tout cas pour la Calédonie, il faut savoir que c'est pas la même collectivité qui gère l'environnement de celle qui gère la gestion des risques. Donc ça crée aussi pour les sujets de gouvernance une complexité supplémentaire. Alors en effet, alors si je peux rebondir sur ce que vous venez d'énoncer, donc sur la question du référentiel pour évaluer la vulnérabilité. Alors en effet, on y reviendra à la dernière session. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc soit on part en effet de... Alors il y a plusieurs types de démarches déjà. Est-ce qu'on dispose de données ou pas? Est-ce qu'on est plutôt sur du participatif? Après, il y a des travaux qui développent des indices qu'on peut réutiliser pour mesurer la vulnérabilité. Donc, ça a été fait sur un panel de pays assez conséquent. Donc, il faut regarder si c'est adapté pour votre territoire ou pas. Après, on peut partir aussi de chaînes d'impact et d'identifier, de relever les causes dans ces chaînes d'impact. Donc, en effet, on y reviendra sur cette dernière session. Il n'y a rien d'idéal. Il faut savoir que c'est des choix. On choisit des indicateurs, on choisit des méthodes. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le tout est de regarder de quoi on dispose en termes de données, d'indicateurs existants. C'est un gros travail de mettre en place du suivi évaluation et des études de risque climatique également. Donc, l'idée, c'est vraiment de se baser sur des systèmes qui petit à petit, construisent des indicateurs à partir de la donnée disponible. Et sur la question d'un côté, on a des services environnement et de l'autre côté, des services qui gèrent le risque. Donc ça, c'est pas le propre des PTOM. Je crois que c'est une récurrente dans les différents contextes qu'on a pu étudier, suivre et accompagner dans notre équipe. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur des mécanismes de coordination et là encore, on y reviendra à la session 4 pour vous donner un peu des pistes.
Donc, il y a des questions de circulation de l'information, de circulation de la connaissance, qui est un peu la première étape la plus facile à mettre en œuvre pour donner l'information justement à ces différents secteurs. Et après, en effet, quand il y a un blocage d'un point de vue juridique et réglementaire, ça, c'est les blocages les plus importants, les plus complexes à déplacer. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment des questions sur lesquelles on reviendra. Je vois également dans le chat l'exemple de maladaptation sur Wallis et Futuna, donc l'application de normes métropolitaines européennes pour les constructions qui sont inadaptées au territoire. Donc là, on y reviendra en fin de session. J'imagine que vous avez entendu parler de la trajectoire de réchauffement de la France. Donc pour l'instant, qui va être, je vous présenterai ça tout à l'heure, qui vise justement à réfléchir avec les services de Météo France à décrire ce qui se passe à partir de plus 4 degrés notamment, et qui devrait s'appliquer à des référentiels, notamment de construction. Et ce qu'il y a aujourd'hui, on a une trajectoire de réchauffement dite la TRAC, pour son petit nom, qui est en consultation. Et a priori, il y a des réflexions en cours pour adapter la TRAC au territoire d'outre-mer. Et encore une fois, ce sont des processus en cours et intéressant de noter en tout cas qu'il y a vraiment un travail à faire sur les normes. Et c'est vraiment en phase avec l'actualité au niveau national. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou peut-être qu'on enchaîne et qu'on reviendra sur la suite? Laetitia, je te relaisse la main. Ouais. Dans ce cas, je vous invite à reprendre le Mentimeter pour 2 petites questions plus de culture générale climat, puisque la partie suivante qu'on va vous présenter va s'intéresser cette fois-ci à vous décrire un petit peu le cadrage international en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, je vous laisse vous connecter à nouveau. Normalement, dans le chat, vous avez le QR code. Alors, on vous invite à répondre à la question. Le premier rapport d'évaluation sur le changement climatique a été publié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC, avant la première COP, ou bien plutôt après la première COP. Alors, c'était une question rapide, mais je pense que vous pouvez continuer à répondre. Et la bonne réponse, effectivement, c'est celle où il y a 6 réponses, puisque le premier rapport du GIEC a été, donc le GIEC institué en 1988, et le premier rapport d'évaluation a été publié en 1990. Et c'est un peu ça qui a servi de base scientifique, notamment pour l'élaboration de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, qui est la convention qui établit les conférences des parties, des COP, et la première qui a eu lieu donc en 1995 seulement à Berlin. La deuxième question qui concerne les accords de Paris cette fois-ci. Donc la COP 21, vous avez sûrement entendu parler. On aimerait savoir si vous savez quelles sont les principales propositions qui sont présentées dans les différentes dispositions décrites de l'accord de Paris. De quoi on parle et sur quoi on s'est mis d'accord au travers de cet accord de Paris. Est-ce qu'il s'agit de cycles de 5 ans pour mettre en œuvre des actions climatiques de plus en plus ambitieuses par chaque pays? Est-ce qu'il s'agit d'un objectif de maintien du réchauffement des températures de la planète sous les 2 degrés, si possible de 1,5 degré? Est-ce qu'il s'agit d'un objectif de concentration des financements mondiaux pour le climat sur les technologies d'atténuation du changement climatique? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un bilan mondial qui serait effectué tous les 5 ans sur l'état de la mise en œuvre de cet accord?
Donc, il y a pas mal de réponses. Effectivement, les réponses se concentrent sur les bonnes réponses, puisque l'accord de Paris, effectivement, c'est un accord qui institue un cycle de 5 ans d'action climatique qui serait de plus en plus ambitieuse, menée par les pays, des actions qui sont décrites au travers de ce qu'on appelle des contributions nationales déterminées, les fameuses NDCs. Et il ne s'agit pas cette fois-ci d'écrire des flux financiers pour des technologies d'atténuation, mais bien de poser un cadre réglementaire en fait sur un objectif déterminé de maintien des températures mondiales en dessous des 2 degrés, avec une révision de ces actions climatiques tous les 5 ans, effectivement, au travers d'un bilan mondial. Merci pour vos réponses. Et puis, Sandrine, du coup, je te laisse enchaîner. Oui. Alors, donc, comme on vient de le voir, hein, donc création du GIEC 88, juste pour petit rappel, et cette convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est la constitution en fait d'une arène politico-scientifique sur le climat en 92. Donc, ce qu'on pouvait montrer, sans forcément rentrer dans les détails de l'histoire de cette CNUC et des COP, là, ce que je voulais vous montrer, c'est l'idée de dire, souvent, il y a une alerte scientifique dans l'histoire des changements climatiques. Et là encore, je vous invite à, en tout cas, faire le lien avec les acteurs qu'il est nécessaire de mobiliser. Les alertes scientifiques, les rapports du GIEC aujourd'hui pèsent, hein, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a assez peu d'été où on n'a pas une une sur les îlots de chaleur en ville, le tourisme et le changement climatique, etc., etc., la ressource en eau. Donc, un des leviers, ça reste la connexion avec le monde scientifique qui a des choses à dire, et la base scientifique de ce qui peut être prouvé en matière d'observation, mais aussi de projection, peut vraiment jouer un rôle d'alerte. Donc, la CNUC, on a 198 signataires, hein, donc à savoir 197 États et l'Union européenne qui signent pour l'ensemble de ces États membres. Et donc, la première COP en 95, vous voyez l'illustration sur votre droite. Donc, quelques mots supplémentaires sur la suite de l'histoire, à savoir l'accord de Paris. Hein. On connaît tous, je pense, cette image de Laurent Fabius avec ce petit marteau là qui pense en fait qu'il va sauver le monde. Et donc cet accord de Paris qui néanmoins a plusieurs vertus et plusieurs dimensions qui nous semblent importantes. Donc pourquoi on parle autant de l'accord de Paris? C'est parce que c'est le premier accord universel, donc tous les pays s'y engagent, y compris les pays en développement, qui ne sont pas à la base responsables du réchauffement, mais qui s'engagent aussi à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, à la différence du précédent protocole de Kyoto qui n'engageait que les pays qui étaient initialement émissifs. Donc, on s'engage à maintenir le réchauffement sous les 2 degrés, voire sur les 1,5. Donc, pareil, c'est des chiffres qui parlent et qui aujourd'hui sont devenus médiatisés, si ce n'est politiques. Et ce qu'on sait un peu moins, c'est que dès l'accord de Paris, en fait, il y a une prise en compte et l'inscription dans les textes de l'adaptation au même titre que l'atténuation, après beaucoup de débats que vous retrouvez certainement sur vos territoires, qui disaient, voilà, il faut d'abord faire de l'atténuation. Si on fait de l'adaptation, on ne fera plus d'atténuation, etc. Alors évidemment, les financements publics sont limités, comme on le voyait dans les questions du Menti. Il y a beaucoup de débats autour du financement de l'adaptation qui est réclamé par les pays qui souffrent le plus aujourd'hui d'ores et déjà du changement climatique. Et ce qui est l'autre élément important à connaître de cet accord de Paris, c'est qu'il est fondé donc juridiquement, hein, c'est un texte qui a une force juridique,
même si évidemment on ne peut pas, si les différents parties, on appelle ça les parties, donc les pays plus l'Union européenne qui sont signataires de l'accord de Paris, s'ils ne respectent pas leurs engagements, on n'a pas de moyens de sanction véritablement. Pour autant, on a un engagement juridiquement contraignant et qui est basé sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Donc responsabilité commune entre ceux qui ont historiquement été émetteurs des gaz à effet de serre et ceux qui aujourd'hui subissent les changements climatiques, différenciée puisque chacun en fonction de ses capacités, y compris capacités économiques et de ses capacités respectives, contribue à hauteur de et tenant compte en fait du développement des différents pays. Alors vous allez me dire, quid de nos territoires d'outre-mer, hein, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes niveaux de développement que certains autres parties à la Convention. Mais on ne peut faire que rappeler que ces territoires, vos territoires, les territoires d'outre-mer en général, sont sous la bannière de l'Union européenne. Donc vous êtes engagés à travers, dans les négociations, à travers la délégation de l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit de vote en tant que tel, à la différence des petits États insulaires en développement. Heu, donc ce qui fait aussi, la force des petits États insulaires, c'est d'avoir un groupe de négociation, à eux et de pouvoir, se faire connaître. C'est une certaine limite, il faut la connaître, elle est importante à connaître, mais c'est une arène, où chaque année les COP, qui sont de plus en plus là encore médiatisées, la conférence des parties qui se réunit chaque année, hem, où, on négocie, hein, on négocie au consensus. Ce sont des événements où il y a des side events, et où il est, important de pouvoir, faire connaître, ses propres vulnérabilités. C'est un espace qui est devenu politique et c'est un espace où, je pense qu'aujourd'hui, il y a possibilité de pousser des choses ou en tout cas de faire entendre certaines voix. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Juste petit élément là pour, dire que les accords de Paris ont aussi, hem, donc au-delà de ont déployé en fait un cadre de reporting, international pour que chaque pays puisse rendre compte de quels engagements, chaque partie a pris. Heu et donc ce document-là qu'on appelle, une contribution déterminée au niveau national, qui vise à être révisé tous les 5 ans. Donc on est sur un principe de rehausse de l'ambition. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, avec un bilan mondial. Le premier bilan mondial, a été partagé à la COP, cette année, enfin, fin 2023, pardon. Et puis dans l'accord de Paris, il est fait mention explicitement, encore une fois, je vous le disais, de l'adaptation, et de la nécessité de réduire les vulnérabilités au changement climatique. Juste vous dire aussi que, c'est donc l'Union européenne qui a déposé cette fameuse contribution déterminée au niveau national, pour, l'ensemble de ses États membres et de ses territoires et ça a donné lieu, pardon, à une mise à jour, récemment, de cette CDN avec le Green Deal, le pacte vert, qui, on le verra tout à l'heure, vise, à atteindre la neutralité carbone, mais aussi la résilience climatique. Donc c'est pour vous dire que ces grands cadres internationaux sont aussi le driver de quelque chose. Ils sont le driver d'une mobilisation, par, les partis, et donc il ne reste pas, lettre morte, sans application. Sur le cadre européen, je vais aller assez vite. Juste vous dire que l'Europe, présente, et a présenté en 2021, une vision de long terme, d'adaptation, face aux impacts du changement climatique. Elle vise, à être résiliente d'ici 2050. Et il y a plusieurs éléments en fait qui, là encore une fois pour, vous donner un peu des leviers ou en tout cas
quelles sont les fenêtres d'opportunité pour avancer sur ces sujets d'adaptation et de résilience. En fait, il y avait eu un certain nombre de travaux en Europe sur les coûts liés aux risques en général, en particulier liés aux risques climatiques, avec l'augmentation des risques climatiques, un certain nombre de travaux aussi scientifiques sur les impacts du changement climatique dans différents secteurs. Et donc les coûts, je ne les ai pas notés là, les coûts énoncés étaient conséquents. Et donc ça a poussé en fait l'Europe dans ce pacte vert, dans ce Green Deal, pour avoir une adaptation qui se base sur des connaissances, des impacts, des coûts des dommages. Donc ça, c'est une notion que je pense qui est vraiment importante pour vos territoires. Essayez d'identifier quels sont les coûts des dommages, essayez de les répertorier. Il y a une plateforme en fait qui a été mise en place par l'Union européenne qui s'appelle Climate Adapt, qui a publié ce mois-ci la première analyse de risque climatique à l'échelle de l'Europe, donc qui agrège aussi un certain nombre d'études antérieures et qui produit une analyse mise à jour. J'ai regardé, c'est paru là, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc j'ai regardé s'il y avait des choses sur les territoires d'outre-mer. Donc, a priori, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour vos territoires d'outre-mer. Mais sachez que c'est un site ressource qui est quand même très intéressant pour la planification de l'adaptation, des études de cas, etc. Et je voulais insister sur le fait que l'amélioration des connaissances, faire connaître les impacts, faire connaître les dommages, c'est vraiment un levier très important dans ce mainstreaming de la résilience. L'Europe souhaitait également du coup accélérer l'implémentation, la mise en œuvre de l'adaptation et avoir une adaptation à différentes échelles et pour tous les secteurs avec 3 priorités qui étaient importantes et qui rejoindra là encore, je pense, vos préoccupations. L'intégration dans les politiques fiscales, favoriser les solutions d'adaptation fondées sur la nature et travailler à l'échelle locale. Donc je pense que c'est vraiment des choses aussi, des connexions pour vos territoires avec vos politiques budgétaires, fiscales et économiques en fonction de vos différentes situations, sont des leviers qui peuvent être intéressants à explorer. Et puis, donc la mission adaptation, donc c'est une mission qui vient en appui aux régions, aux villes et aux municipalités européennes pour cette compréhension des risques climatiques, la préparation, etc. Donc là encore, pour moi, c'est vraiment des espaces ressources à vous communiquer, où même si aujourd'hui ces dispositifs ne prennent pas en compte et ne donnent pas un accès, par exemple, sur des un appui au cas par cas, en fait, à vos territoires. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de ressources sur le site de la mission adaptation et sur la plateforme Climate Adapt, sur la planification de l'adaptation en général et sur le mainstreaming de l'adaptation, sur lesquels on vous fournira les liens et plus d'informations. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Juste pour vous rajouter sur le fait qu'il y a une attention particulière de l'Europe sur l'agriculture, l'eau et les systèmes alimentaires. Donc là encore, certainement des ressources à trouver sur ces solutions-là, également sur les solutions fondées sur la nature. Et puis sachez que, si on cherche à un moment donné à intégrer l'adaptation dans les politiques sectorielles, on en arrive souvent au fait qu'il faut les financer, et trouver des moyens supplémentaires pour ce financement. Et donc là encore, la loi européenne sur le climat, donc, qui a visé à mettre à plat un objectif de neutralité carbone et de résilience climatique dans la loi, à inscrire ça dans la loi européenne, donc à traduire en fait ce pacte vert dans la loi, a aussi une force
pour intégrer dans le cadre financier pluriannuel de l'Europe ces questions de résilience, et donc avec un certain nombre de dispositifs de financement pour les Outre-mer. Donc là, je fais référence à l'autre communauté et un outil bientôt à disposition pour que vous puissiez connaître les financements publics pour vos territoires. Voilà pour ce qui est du cadre européen. On repasse un Menti pour en arriver au cadre français, au cadre métropolitain et qui peut aussi vous concerner. Je te repasse la main, Laetitia. Ouais, très bien. Alors, je vais également vous le repartager dans le chat au cas où c'est remonté trop haut. Et je vous laisse retourner donc soit sur votre téléphone ou votre navigateur où vous avez ouvert Mentimeter. À nouveau, 4 petites questions assez subtiles cette fois-ci pour interroger votre connaissance vis-à-vis du cadre réglementaire français cette fois-ci, donc au niveau national, le cadre réglementaire autour de l'adaptation au changement climatique et qu'est-ce que ça implique pour les vos différents secteurs d'activité. Donc la première question, c'est un vrai ou faux, hein. Les plans de santé publique peuvent répertorier les risques sanitaires liés au changement climatique. Puisque effectivement, un des impacts importants au niveau des populations du changement climatique, ça va être un impact sur la santé, que ce soit un impact direct du fait des événements climatiques extrêmes, hein, forcément qui menacent parfois la vie des différentes communautés, ou un impact indirect en facilitant parfois la transmission des vecteurs de maladies. Et effectivement, comme on peut le voir, c'est bien le cas. Les plans de santé publique aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, hein, peuvent répertorier et lister ce lien entre changement climatique et risques sanitaires. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une ressource assez intéressante si ça vous intéresse d'aller en savoir un peu plus, une ressource liée à la plateforme Climate Adapt développée au niveau européen par l'Agence européenne de l'environnement dont Sandrine a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un observatoire du changement climatique et de la santé qui justement fait une analyse des différents plans de santé publique développés par tous les États de l'Union européenne, mais aussi des plans de santé qui peuvent être déclinés au niveau subnational par les régions et les villes pour essayer de voir comment le climat est pris en compte par ces plans de santé publique et inversement, comment le développement des politiques climatiques considère l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, je recommande d'aller jeter un coup d'œil. Une autre question, cette fois-ci sur les politiques agricoles. Je me rends compte que vous ne voyez pas forcément mon écran. Ah, c'est bon, j'ai partagé. Je suis en train de partager. Ah, ok, c'est bon, je repartage. Alors, les politiques agricoles doivent prendre en compte la baisse des rendements agricoles du fait des impacts du changement climatique. Donc là, on a bien la question orientée dans le sens que c'est une obligation. Est-ce que selon vous, le développement des politiques publiques pour le secteur agricole doit nécessairement aujourd'hui prendre en compte la question des impacts du changement climatique sur la production agricole? Et la bonne réponse est faux, puisque effectivement aujourd'hui, ce n'est pas une obligation réglementaire pour le secteur agricole, pour les politiques de développement agricole, de considérer les projections climatiques pour justement les intégrer dans les différentes stratégies et trajectoires pour l'agriculture. La troisième question, sur cette fois-ci la question de la gestion des risques et la réduction des risques de catastrophe. Alors, selon vous, les plans de prévention des risques doivent impérativement tenir compte de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique. Vrai ou faux? Laisse une petite seconde. Cette fois-ci, c'est un peu plus serré.
On a une majorité en faveur du vrai. Et non, effectivement, non plus pour cette question de la gestion des risques. Aujourd'hui, l'élévation du niveau de la mer n'est pas un des indicateurs qu'il est obligatoire d'inclure dans les plans de prévention des risques. Dernière question. Les infrastructures sont systématiquement conçues pour tenir compte des impacts futurs du changement climatique à l'horizon 2050. À votre avis, qu'en est-il cette fois-ci sur le secteur du bâtiment et des infrastructures? Effectivement, il y a un consensus et c'est bien le cas, c'est faux. Alors là, ça relève même des fois des normes et des standards qui ne sont pas forcément développés seulement au niveau français, mais même au niveau européen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est bien un des secteurs clés pourtant et qui est un des plus impactés par le changement climatique et qui va l'être. Voilà, c'était, il me semble, la dernière question. Sandrine, je te laisse reprendre la main. Très bien. Merci pour la réponse. Alors, sur ce contexte français, pas que métropolitain pour le coup, là, ça va concerner évidemment aussi vos territoires. Donc, ce qu'on voulait montrer à travers ces subtilités de réponse dans le Mentimeter, c'est que en France, l'intégration de l'adaptation au changement climatique et de la résilience dans les politiques sectorielles, il est complètement, presque à 90% contextuel. Il n'y a aucune obligation, comme on l'a vu dans les politiques agricoles, pour les infrastructures, etc., de prendre en compte des projections climatiques. En fait, il y a eu une loi qui s'appelait la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui oblige les collectivités locales de plus de 20 000 habitants à mettre en place un plan climat avec un volet adaptation. Donc ça, c'est pour les territoires de la métropole. Mais globalement, ce volet adaptation, il a été très peu investi, sauf quand il y avait un driver contextuel, donc des événements extrêmes. Ça ne vous aura pas échappé que les unes se succèdent dans les journaux, mettant en exergue la sécheresse, hein. Donc là, j'ai mis les questions de sécheresse en avant. C'est les dernières que j'ai trouvées sur les unes du Monde. Et donc, on a une série en fait d'événements qui, encore une fois, se succèdent et amènent finalement à une réaction, hein. Tout à l'heure, on parlait d'adaptation réactive. On était plus dans la réaction, plus que dans l'anticipation. Et là, on est en train de passer à autre chose, comme je vais vous le montrer dans le slide juste après. Juste vous dire ici, là, sur le driver, enfin, en tout cas, le rôle d'alerte des scientifiques et des travaux scientifiques me semble important. En France, on a eu tout un travail, des connaissances des impacts du changement climatique, ça s'appelait GICC, Gestion des impacts du changement climatique, qui a démarré en 1999, qui s'est déployé sur de nombreuses régions. Puis, on a eu la stratégie nationale d'adaptation, la première, en 2006. On a eu une concertation nationale et puis un PNAC 1, un PNAC 2, sur lequel il y a eu une évaluation, où l'évaluation du PNAC 2 en 2022 notait d'ailleurs les avancées dans la prise en compte de l'adaptation au changement climatique sur les territoires d'outre-mer. Donc, dans les PNAC, il y a des éléments sur les territoires d'outre-mer qui restent peu développés, on le conçoit, mais il y a quand même des éléments. Et donc, qui notent certains projets qui contribuent directement à l'adaptation au changement climatique. Donc, Wallis et Futuna est cité dans le rapport de l'évaluation du PNAC en 2022, mais depuis, d'autres territoires ont mis en place des choses. Ce qui va changer et ce qui change la donne, c'est cette fameuse trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique en France. Donc, les travaux du GIEC
ont développé en fait différents scénarios de concentration ou d'émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque le GIEC met à jour, comme on l'a vu, ces rapports tous les 7 ans en moyenne, il met à jour aussi les hypothèses qu'il y a derrière ces scénarios de concentration ou d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a un nouveau jeu de scénarios. Avant, on parlait notamment de RCP, maintenant on parle de SSP. Peu importe les termes qui sont utilisés, mais disons que on perd un peu dans la cohérence en fait entre ce qui peut être produit entre les différents rapports du GIEC et qui sont utilisés en fait par les territoires pour travailler à partir de ces différentes hypothèses. Euh, et donc, l'idée, c'était de se dire, on essaie de partir plutôt de niveaux de réchauffement qui font plus sens euh, et qui permettent de traduire euh, au niveau mondial, on est à plus 1,1 degré, plus 1,5 degré, plus 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France en France métropolitaine, hein, pour mémoire, donc le réchauffement climatique a atteint 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle sur la dernière décennie, avec une hausse plus forte en période estivale en métropole à nouveau. Au niveau mondial, le réchauffement climatique a atteint en moyenne 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, on est d'autant plus concerné par le réchauffement climatique. Et donc, l'idée, c'était de traduire, encore une fois, à l'aide de Météo France et d'un travail du ministère de l'Environnement, ces trajectoires. Derrière, c'est plus 1 degré, plus 1,5, plus 2 degrés, plus 4 degrés. Et donc, c'est la manière aussi, c'était pour s'aligner aussi à la manière dont le GIEC présente la plupart des impacts du changement climatique, en particulier dans son dernier rapport. Donc, l'idée, c'était d'avoir cette trajectoire de réchauffement de référence pour la France, pour tous les secteurs et pour tous les territoires du pays. Donc, à quel climat finalement on doit se préparer et à quel horizon temporel. Et donc, il y a un certain nombre de chantiers en cours qui visent en fait à développer quelque chose qui soit plus contraignant, qui soit plus de l'ordre du réglementaire. Et donc, cette trajectoire de référence pourrait faire, je dirais bien pourrait, puisque les travaux sont encore en cours, faire évoluer les référentiels, les normes, les réglementations techniques, donc à la fois pour les infrastructures dont on a parlé, transport, énergie, réseau, bâtiments, etc., mais aussi pour être intégré aux documents de planification territoriaux. Et donc, ça veut dire, par exemple, pour des territoires en zone côtière, d'intégrer cette trajectoire de réchauffement et également des plans d'adaptation pour les acteurs économiques. Et donc, pour rappel également, pour les différents horizons 2030, 2050, 2100, si on est à un réchauffement au niveau mondial de plus 1,5 degré à l'horizon 2004, ça signifierait plus 2 degrés pour la France. Et à l'horizon 2100, si on est sur une trajectoire de réchauffement à plus 3 degrés au niveau mondial, ça voudrait dire plus 4 degrés au niveau de la France. Et donc, comment ça va se traduire? Donc là, on a déjà des choses qui sont présentées à travers des anagrammes climatiques. Et ce que je vais vous proposer, c'est de vous partager donc, une intervention enregistrée précédemment en fin de semaine dernière, donc, de Vivian Despues, qui est chercheur à I4C. I4C, c'est un think tank qui travaille sur les questions de financement de l'action climatique et qui suit la conception et la consultation du PNAC 3, dont il va vous parler dans la petite vidéo que je vais vous partager.